Chapitre 15. La plus puissante magie venue d'avant la nuit des temps. Les deux petites filles étaient encore blotties dans les buissons, avec leurs mains sur leur visage, quand elles entendirent la voix de la sorcière qui appelait ses partisans à grands cris. « Vite! Suivez-moi tous! Nous allons en finir avec cette guerre! Cela ne nous prendra pas longtemps d'écraser la vermine humaine et les traîtres, maintenant que le grand idiot, le gros chat, est étendu raide mort! » À cet instant, les enfants furent, pour quelques secondes, en très grand danger. Car, avec des hurlements sauvages, et parmi les sons aigus des cornemuses et les sonneries perçantes des trompes de chasse, toute cette ville canaille évacua le sommet de la colline et vint dévaler la pente tout à côté de leur cachette. Elles sentirent les spectres passer près d'elles comme un vent glacial. Elles sentirent trembler sous elles le sol ébranlé par le galop des minotaures, et au-dessus d'elles, et au-dessus de leur tête planèrent, dans une sombre rafale d'ailes nauséabondes, des vautours et des chauves-souris géantes. À n'importe quel autre moment, elles auraient tremblé de frayeur, mais à présent, la tristesse, la honte et l'horreur de la mort d'Aslan emplissaient tellement leurs esprits qu'elles prêtèrent à peine attention à cette cavalcade. Dès que le bois fut à nouveau silencieux, Suzanne et Lucy sortirent en rampant de leur cachette et avancèrent vers le plateau au sommet de la colline. La lune déclinait et de minces nuages la voilaient. Mais néanmoins, les petites filles pouvaient encore distinguer la forme du lion, étendu, mort, dans ses liens. Elles s'agenouillèrent toutes les deux dans l'herbe humide et embrassèrent sa figure toute froide et caressèrent sa magnifique fourrure, ce qui en restait, et pleurèrent jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de larmes. Puis elles se regardèrent et se donnèrent la main, parce qu'elles se sentaient tellement seules et perdues, et puis elles se remirent à pleurer. Et à nouveau, elles redevinrent silencieuses. Et finalement, Lucy murmura « Je ne peux pas supporter la vue de cette horrible muselière. Je me demande si nous pourrions l'enlever. » Et elles essayèrent. Et après avoir beaucoup peiné, car leurs doigts étaient engourdis par le froid, et c'était maintenant la partie la plus sombre de la nuit, elles y parvinrent. Lorsqu'elles virent sa figure sans muselière, elles fondirent en larmes une nouvelle fois. Et elles l'embrassèrent, la caressèrent, et essuyèrent le sang et l'écume qui la souillait, du mieux qu'elles le purent. Et c'était une tâche beaucoup plus triste, solitaire, désespérée et affreuse que je ne puis l'écrire. « Je me demande si nous pourrions aussi dénouer ces liens, » dit Susan. Mais les ennemis, par pure méchanceté, avaient tellement serré les cordes que les petites filles ne purent pas défaire les nœuds. J'espère qu'aucun lecteur de ce livre ne s'est jamais senti aussi malheureux que Susan et Lucy le furent cette nuit-là. Mais si vous l'avez été, s'il vous est arrivé de rester réveillé toute la nuit et de pleurer jusqu'à ce que vous n'ayez plus une seule larme en vous, vous saurez qu'il vient, à la fin, une sorte de tranquillité. Vous avez l'impression qu'il n'arrivera plus jamais rien. En tout cas, c'est ce que ressentirent les deux sœurs. Il leur sembla que des heures et des heures s'écoulèrent dans ce calme plat, et elles remarquèrent à peine qu'elles avaient de plus en plus froid. Mais finalement, Lucy nota deux autres choses. La première, c'est que le ciel à l'est de la colline était un peu moins sombre qu'une heure plus tôt. La deuxième, c'était qu'il y avait un minuscule remue-ménage dans l'herbe à ses pieds. Tout d'abord, il ne s'y intéressa pas du tout. Pourquoi s'en soucier? Plus rien n'avait d'importance désormais. Mais bientôt, elle vit que des choses inconnues avaient commencé à escalader les pierres verticales de la table de pierre. Et à présent, ces choses inconnues circulaient sur le corps d'Aslan. Elle regarda plus attentivement. C'étaient des petites choses grises. « Pouah !» cria Susan de l'autre côté de la table. « Comme c'est dégoûtant! Il y a d'horribles petites souris qui rampent sur lui! Allez-vous-en, petite brute! » Et elle leva la main pour les chasser en leur faisant peur. « Attends !» s'exclama Lucy, qui les avait observés avec plus d'attention encore.
Vois-tu pas ce qu'elles sont en train de faire? Les deux petites filles se penchèrent et regardèrent fixement. Je crois, commença Susan. Comme c'est étrange. Elles grignotent les cordes. C'est ce que je pensais, confirma Lucy. Je crois que ce sont des souris amies. Pauvres petites choses. Elles ne se rendent pas compte qu'il est mort. Elles pensent que cela sert à quelque chose de le détacher. Il faisait maintenant plus clair. Chaque petite fille remarqua, pour la première fois, à quel point le visage de l'autre était pâle. Elle pouvait voir les souris grignoter les liens. Des douzaines et des douzaines, même des centaines, petites souris des champs. Et finalement, une par une, toutes les cordes furent complètement rongées. Le ciel, à l'est, était blanchâtre à présent, et les étoiles devenaient de plus en plus pâles, à l'exception d'une très grosse qui brillait à l'est, très bas sur l'horizon. Lucy et Susan sentirent qu'elles avaient encore plus froid que cette nuit. Les souris partirent en rampant. Les petites filles enlevèrent le reste des cordes rongées. Aslan avait l'air de nouveau lui-même, sans ses liens. Sa figure, morte, devenait de plus en plus noble au fur et à mesure que la lumière augmentait et qu'elle pouvait mieux la voir. Dans le bois, derrière elle, un oiseau poussa un petit cri rieur. Tout avait été tellement silencieux pendant des heures et des heures que ce bruit les fit sursauter. Puis un autre oiseau répondit. Et bientôt, il y eut des oiseaux qui chantaient dans tous les alentours. C'était vraiment l'aube désormais, et non plus la fin de la nuit. « J'ai si froid, » murmura Lucy. « Moi aussi, » dit Susan. « Marchons un peu. » Elles partirent vers l'est, jusqu'à la crête de la colline. L'immense étoile avait presque disparu. Tout le pays avait l'air gris foncé, mais au-delà, au bout du monde, la mer déployait une pâle clarté. Le ciel commençait à rougir. Les petites filles marchèrent de long en large et firent d'innombrables voyages entre le corps d'Aslan et la crête de la colline pour essayer de se réchauffer. Mais que leurs jambes étaient fatiguées. Alors qu'elles s'étaient arrêtées un instant pour regarder la mer et Cair Paravel, elles pouvaient juste le distinguer à présent. Le rouge se changea en or, le long de la ligne, où la mer et le ciel se rencontraient, et très lentement apparut le bord du disque solaire. À cet instant précis, elles entendirent derrière elles un bruit énorme, un vacarme assourdissant, comme si un géant avait cassé une assiette de géant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucy, en s'agrippant au bras de Susan. « J'ai peur de me retourner, » balbutia Susan. « Il doit se passer quelque chose d'affreux. »« Ils lui ont fait subir un nouveau supplice, » dit Lucy. « Viens !» Elle se retourna, entraînant Susan avec elle. Le lever du soleil avait tellement modifié l'aspect de toutes choses, toutes les couleurs et toutes les ombres étaient changées, que pour un moment, elles ne virent pas l'événement capital. Puis, elles le virent. La table de pierre était cassée en 2 morceaux par une énorme fissure qui s'ouvrait d'une extrémité à l'autre, et Aslan n'était plus là. « Oh, oh !» crièrent les 2 sœurs en se précipitant vers la table. « Oh, c'est trop triste !» sanglota aussi. « Ça aurait pu laisser le corps. »« Qui a fait cela ?» s'écria Susan. « Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce encore de la magie ?» « Oui, » répondit une grande voix derrière leur dos. « C'est encore de la magie. » Elles se retournèrent. Et là, resplendissant dans le soleil levant, plus imposant qu'elles ne l'avaient jamais vu auparavant, et secouant sa crinière, qui apparemment avait repoussé, se tenait Aslan lui-même. « Oh, Aslan !» s'écrièrent les 2 enfants, en le regardant avec des yeux tout écarquillés, et presque aussi effrayées qu'elles étaient heureuses. « Alors, vous n'êtes pas mort, cher Aslan ?» bredouilla Lucy. « Pas maintenant, » dit-il. « Vous n'êtes pas un... » demanda Susan d'une voix tremblante. Elle ne pouvait se résoudre à prononcer le mot « fantôme ». Le lion inclina sa tête dorée et lui lécha le front. La chaleur de son souffle et une sorte de riche odeur qui semblait flotter autour de sa crinière l'enveloppèrent tout entière. «
En ai-je l'air? Dit-il. Oh, vous êtes vrai! Vous êtes vrai! Oh, Aslan! S'exclama Lucy. Et les deux petites filles se jetèrent sur lui et le couvrirent de baisers. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Susan lorsqu'elles furent calmées. Voilà ce que cela veut dire, expliqua Aslan. La sorcière connaissait la puissante magie. Mais il existe une magie plus puissante encore, qu'elle ne connaît pas. Le savoir de la sorcière remonte seulement à la nuit des temps. Mais si elle avait pu voir un peu plus loin, dans le silence et l'obscurité qui précédèrent la nuit des temps, elle aurait lu là une incantation différente. Elle aurait su que si une victime consentante qui n'avait pas commis de trahison était tuée à la place d'un traître, la table se briserait et la mort elle-même serait vaincue. Et maintenant... Oh oui, oui, maintenant, dit Lucy, en sautant en l'air et en battant les mains. Oh, enfant, dit Lion, je sens ma force revenir. Oh, enfant, attrapez-moi, si vous le pouvez. Il se mit debout une seconde. Ses yeux brillaient très fort, ses membres frémissaient, il donnait de grands coups de queue. Puis il fit un bond gigantesque au-dessus de leur tête et atterrit de l'autre côté de la table. Riant, sans savoir pourquoi, Lucy grimpa sur la table pour l'attraper. Aslan bondit à nouveau. Une folle poursuite commença. Il le fit tourner en rond, tout autour du sommet de la colline. Tantôt, il était désespérément loin, hors d'atteinte. Tantôt, il le laissait presque attraper sa queue. Tantôt, il plongeait entre elles. Tantôt, il les projetait en l'air avec ses immenses pattes merveilleusement veloutées, puis les rattrapait au vol. Tantôt, il s'arrêtait inopinément pour qu'ils puissent tous les trois rouler les uns sur les autres en riant, dans un joyeux méli-mélo de fourrure de bras et de jambes. Personne n'aurait jamais imaginé un jeu aussi fou, aussi turbulent à Narnia. Il aussi ne put jamais décider si c'était comme de jouer avec un ouragan ou bien avec un chaton. Et, chose curieuse, lorsque tous les trois s'allongèrent finalement, hors d'haleine, au soleil, les petites filles ne se sentaient plus du tout fatiguées, n'avaient plus ni faim ni soif. « Et maintenant, dit Aslan, au travail! Je sens que je vais rugir. Vous feriez mieux de vous boucher les oreilles! » C'est ce qu'elles firent. Et le lion se dressa de toute sa taille, et lorsqu'il ouvrit sa gueule pour rugir, sa figure revêtit une expression si terrifiante qu'elles n'osèrent pas la regarder. Et elles virent tous les arbres devant lui, qui se courbaient au souffle de son rugissement, de même que l'herbe dans une prairie se couche sous le vent. Puis il déclara, « Nous avons un long voyage à faire. Vous devez monter sur mon dos. » Il s'accroupit, et les enfants grimpèrent sur son dos chaud et doré. Et Susan s'assit en avant, se cramponnant fort à sa crinière, et Lucy s'assit derrière, se cramponnant à Susan. Et, avec un large et souple mouvement, il se leva et s'élança comme une flèche. Plus rapidement que n'importe quel cheval, il dévala les pentes de la colline et s'enfonça au plus profond de la forêt. Cette chevauchée fut sans doute la chose la plus merveilleuse qui leur arriva à Narnia. Avez-vous jamais galopé sur un cheval? Pensez-y. Puis, enlevez le bruit pesant des sabots et le cliquetis du mort, et imaginez à la place des foulées silencieuses et feutrées. Puis imaginez, au lieu du dos, noir ou gris ou baie du cheval, la moelleuse rugosité de la fourrure et la crinière flottant au vent. Et puis, imaginez que vous allez 2 fois plus vite que le cheval de course le plus rapide. Et c'est un coursier qui n'a pas besoin d'être guidé et qui n'est jamais fatigué. Il fonce pendant des heures, le pied toujours sûr, sans hésitation, se coulant avec une parfaite adresse entre les troncs d'arbres, sautant par-dessus les buissons, les ronces et les ruisselets, passant à gué les ruisseaux et traversant les rivières à la nage. Et vous chevauchez non pas sur une route, ni dans un parc, ni même sur des dunes, mais à travers le royaume de Narnia, au printemps, le long de solennelles avenues de hêtres, à travers des clairières ensoleillées bordées de chênes, au milieu de vergers sauvages, plantés de cerisiers couverts de fleurs blanches. Près de cascades retentissantes, de rochers moussus et de cavernes résonnantes, à l'assaut de pentes éventées, illuminées par des touffes d'ajoncs, entre des escarpements de montagnes tapissées de bruyères, au bord d'arêtes vertigineuses et,
par d'interminables descentes au cœur de vallées sauvages, et à découvert dans des champs scintillants de fleurs bleues. Il était presque midi, lorsqu'ils se retrouvèrent sur le versant à pic d'une colline, d'où ils aperçurent, en baissant les yeux, un château qui, de là où ils étaient, leur semblait un jouet, et qui paraissait être composé uniquement de tours pointues. Mais le lion dévalait la pente à une telle allure que le château grandissait de minute en minute, et avant que les petites filles aient eu même le temps de se demander ce que c'était, ils étaient déjà arrivés à sa hauteur. Et maintenant, ils n'avaient plus l'air d'un jouet, mais se dressaient très haut, sombre et menaçant, en face d'eux. Il n'y avait personne sur le créneau, et les portes étaient hermétiquement closes. Aslan, sans diminuer son allure, fonça comme un boulet de canon, droit sur le château. « La maison de la sorcière !» s'écria-t-il. « Maintenant, les enfants, cramponnez-vous !» L'instant suivant, le monde entier parut se renverser, et les fillettes eurent l'impression d'avoir laissé leur estomac derrière elles, car le lion avait ramassé toutes ses forces pour effectuer le plus grand bond de sa vie, et il sauta. On pourrait aussi bien dire il vola par-dessus la muraille du château. Les deux petites filles, le souffle coupé, mais indemnes, se retrouvèrent désarçonnées au milieu d'une vaste cour peuplée de statues.